Les aurores boréales, également connues sous le nom de lumière du Nord, constituent un phénomène céleste d'une beauté époustouflante et d'une complexité scientifique fascinante. Ces vals lumineux, oscillant dans le ciel nocturne des régions polaires, sont le résultat d'une interaction entre les particules chargées du vent solaire et l'atmosphère terrestre. Ce processus débute avec le Soleil, source constante d'un flux de plasma, principalement des électrons et des protons propulsés dans l'espace interplanétaire. Ce vent solaire voyage à des vitesses considérables, atteignant parfois plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Lorsqu'il rencontre le champ magnétique terrestre, ce dernier agit comme un bouclier, déviant la plupart de ces particules. Cependant, une portion infime de ces particules énergétiques parvient à pénétrer le champ magnétique au niveau des pôles magnétiques de la Terre. C'est à ces latitudes élevées que les lignes de champ magnétique se courbent et convergent, permettant aux particules chargées d'entrer plus facilement dans l'atmosphère terrestre. Une fois dans la haute atmosphère, à des altitudes généralement comprises entre 80 et 600 km, ces électrons et protons du vent solaire entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz présents, principalement l'azote et l'oxygène. Ces collisions transfèrent de l'énergie aux atomes et molécules atmosphériques, les excitant et les portant à un niveau d'énergie plus élevé. Cet état d'excitation est instable, et pour retrouver leur état fondamental, les atomes et molécules libèrent l'énergie excédentaire sous forme de photons, c'est-à-dire de lumière. C'est cette émission de photons qui est perçue comme les aurores boréales. La couleur des aurores dépend du type de gaz atmosphérique excité et de l'altitude à laquelle les collisions se produisent. L'oxygène, par exemple, émet généralement une lumière verte, la couleur la plus courante et la plus brillante observée dans les aurores, lorsqu'il est excité à des altitudes d'environ 100 à 200 km. À des altitudes plus élevées, l'oxygène peut également émettre une lumière rouge, souvent plus rare et plus diffuse, particulièrement visible lors d'événements auroraux intenses. L'azote, quant à lui, est responsable des teintes bleues et violettes. Ces couleurs sont souvent observées aux altitudes inférieures où la concentration d'azote est plus élevée. L'intensité et la forme des aurores boréales varient considérablement. Elles peuvent apparaître sous forme de rideaux, de draperies, d'arcs, de rayons ou de couronnes, se mouvant et dansant dans le ciel nocturne. Ces variations sont dues aux fluctuations du vent solaire et à la manière dont les particules interagissent avec le champ magnétique terrestre et les différentes couches de l'atmosphère. Une activité solaire accrue, comme les éjections de masse coronale, peut entraîner des aurores plus intenses et plus étendues, parfois visibles à des latitudes plus basses que d'habitude. Les aurores boréales ne sont pas uniques à la Terre. Des phénomènes similaires, appelés aurores polaires, ont été observés sur d'autres planètes du système solaire dotées d'un champ magnétique et d'une atmosphère, comme Jupiter et Saturne, grâce aux télescopes spatiaux et aux sondes. Ces observations extraterrestres confirment les principes physiques fondamentaux qui régissent la formation des aurores. L'étude des aurores boréales n'est pas seulement motivée par leur beauté esthétique. Elles fournissent également des informations cruciales sur l'interaction entre le Soleil et la Terre, un domaine de recherche appelé météorologie spatiale. Comprendre ces phénomènes aide les scientifiques à prédire les tempêtes solaires et leurs effets potentiels sur les systèmes technologiques terrestres, tels que les réseaux électriques, les satellites de communication et les GPS, qui peuvent être perturbés par l'augmentation de l'activité géomagnétique. Pour observer les aurores boréales, il est nécessaire de se trouver dans les régions polaires, généralement entre 60 et 75 degrés de latitude nord, bien que cela peut varier. Des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska sont des destinations privilégiées. Les conditions idéales incluent un ciel clair et sombre, loin de toute pollution lumineuse et une activité aurorale suffisamment forte. La période propice s'étend généralement de septembre à mars, lorsque les nuits sont longues et sombres. Les légendes et les mythes associés aux aurores boréales sont nombreux et témoignent de leur impact profond sur les cultures humaines au fil des siècles. Des peuples autochtones du Nord considéraient ces lumières comme des esprits des ancêtres, des ponts vers l'au-delà ou des manifestations de Dieu. Ces récits illustrent la fascination et l'émerveillement que ce spectacle céleste a toujours suscité, bien avant que la science ne puisse en expliquer les mécanismes. Les aurores boréales, spectacles célestes de lumière chatoyante, sont une manifestation visible de l'interaction complexe entre notre étoile, le Soleil, et le champ magnétique terrestre. Ce phénomène, baptisé aurore boréale dans l'hémisphère nord et aurore australe dans l'hémisphère sud, est le résultat d'un processus physique fascinant impliquant des particules chargées. Au cœur de ce mécanisme se trouve le vent solaire, un flux continu de plasma émis par le Soleil.
Ce plasma est composé principalement d'électrons et de protons qui, après avoir été libérés de la couronne solaire à des températures extrêmement élevées, voyagent à des vitesses impressionnantes, atteignant parfois plusieurs centaines de kilomètres par seconde à travers l'espace interplanétaire. L'origine de ce vent solaire est à rechercher dans les processus dynamiques de la couronne solaire, où l'énergie est injectée dans le plasma, lui permettant d'échapper à la gravité solaire. Lorsque ce vent solaire rencontre la Terre, il est d'abord intercepté par le champ magnétique terrestre. Ce champ, généré par le mouvement du fer liquide dans le noyau externe de notre planète, agit comme un bouclier protecteur, déviant la majeure partie de ces particules chargées. Sans ce bouclier, le vent solaire éroderait progressivement notre atmosphère, rendant la vie telle que nous la connaissons impossible. Cependant, certaines de ces particules parviennent qu'à pénétrer la magnétosphère terrestre, en particulier au niveau des pôles magnétiques, où les lignes de champ magnétique plongent vers la surface de la Terre. Ces particules chargées, principalement des électrons, sont alors accélérées le long de ces lignes de champ magnétique, gagnant en énergie cinétique. En pénétrant l'atmosphère terrestre, ces électrons énergétiques entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz qui composent l'air. Les principaux constituants de l'atmosphère, à des altitudes où les aurores se produisent, généralement entre 80 et 300 km, sont l'oxygène et l'azote. Lors de ces collisions, les électrons transfèrent une partie de leur énergie aux atomes et molécules, les excitant. Un atome ou une molécule excitée signifie que ces électrons internes ont été déplacés vers des niveaux d'énergie supérieurs. Cet état est instable. Pour revenir à leur état d'énergie fondamentale, ces atomes et molécules doivent libérer l'énergie excédentaire. Ils le font en émettant des photons, des particules de lumière. La couleur de la lumière émise dépend de l'espèce atomique ou moléculaire excitée et de l'énergie des électrons incidents. Par exemple, les atomes d'oxygène, lorsqu'ils sont excités à des altitudes plus élevées, environ 200 à 300 km, émettent généralement une lumière rouge. À des altitudes plus basses, environ 100 à 150 km, l'oxygène produit une lumière verte, la couleur la plus courante et souvent la plus brillante des aurores. L'azote, quant à lui, contribue aux teintes bleues et violettes. La combinaison de ces différentes émissions crée la palette de couleurs observée lors d'une aurore. L'intensité et la forme des aurores sont directement liées à l'activité solaire. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, CME, peuvent propulser des quantités massives de plasma solaire vers la Terre, augmentant la densité et l'énergie des particules du vent solaire. Ces événements particulièrement puissants peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques, entraînant des aurores plus intenses, plus étendues et visibles à des latitudes plus basses que d'habitude. Le cycle solaire, une période d'environ 11 ans au cours de laquelle l'activité solaire varie, influence également la fréquence et l'intensité des aurores. Les périodes de maximum solaire sont généralement associées à une plus grande probabilité d'observer des aurores spectaculaires. La morphologie des aurores est extrêmement variée. Elles peuvent apparaître sous forme d'arcs stables, de draperies mouvantes, de rideaux ondulants, de rayons individuels ou de taches diffuses. Ces formes sont le reflet des complexes interactions entre les particules chargées et les structures du champ magnétique terrestre, ainsi que des turbulences au sein de la magnétosphère. La danse des aurores, leur mouvement et leur évolution constante sont le résultat de ces dynamiques en temps réel. Au-delà de leur beauté esthétique, les aurores boréales et australes ont une importance scientifique considérable. Elles fournissent des informations précieuses sur les processus physiques qui régissent l'interaction entre le Soleil et la Terre, la dynamique de la magnétosphère et la composition et le comportement de l'atmosphère terrestre supérieure. Les missions spatiales dédiées à l'étude du vent solaire, du champ magnétique terrestre et des phénomènes auroraux ont considérablement amélioré notre compréhension de ces mécanismes. Historiquement, les aurores ont inspiré de nombreuses légendes et mythes dans diverses cultures à travers le monde. Pour les peuples nordiques, elles étaient parfois perçues comme le pont Bifrost vers Asgard ou les armures des Valkyries. Les Inuits voyaient en elles les esprits des ancêtres jouant au ballon. Ces interprétations culturelles soulignent l'impact profond de ce phénomène naturel sur l'imagination humaine. Aujourd'hui, l'observation des aurores est devenue une attraction touristique majeure dans les régions polaires, comme la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska. La recherche de ciels sombres, loin de la pollution lumineuse, est essentielle pour maximiser les chances d'assister à ce spectacle. La photographie d'aurore requiert également une certaine expertise, compte tenu de leur luminosité variable et de leur mouvement. En somme, les aurores boréales et australes sont bien plus qu'une simple lumière dans le ciel nocturne. Elles sont le témoignage d'une connexion énergétique profonde et continue entre le Soleil et la Terre, une manifestation visible des lois fondamentales de la physique à l'échelle cosmique et une source inépuisable d'émerveillement et de curiosité scientifique.
Leur étude continue de nous révéler les subtilités de notre environnement spatial et de notre place dans l'univers. Les aurores boréales, ce spectacle céleste qui captive l'humanité depuis des millénaires, ne sont pas de simples traînées de lumière dans le ciel nocturne. Elles sont le fruit d'une danse complexe entre notre étoile, le Soleil, et le champ magnétique terrestre. Au cœur de ce phénomène se trouve le vent solaire, un flux constant de particules chargées, principalement des électrons et des protons, émis par la couronne solaire à des vitesses vertigineuses, souvent de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Ces particules proviennent de l'activité du Soleil, notamment des éruptions solaires et des éjections de masse coronale, des événements qui projettent des quantités colossales de plasma dans l'espace. Lorsque ce vent solaire rencontre la Terre, il est dévié par notre magnétosphère, une bulle protectrice générée par le champ magnétique terrestre. Cependant, certaines de ces particules parviennent à s'infiltrer le long des lignes de champ magnétique, notamment au pôle magnétique de la Terre. Ces lignes de champ agissent comme des autoroutes, guidant les particules vers les couches supérieures de notre atmosphère. À des altitudes comprises généralement entre 80 et 600 km, ces particules solaires entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz présents dans l'atmosphère terrestre, principalement l'azote et l'oxygène. C'est lors de ces collisions que la magie opère. L'énergie des particules solaires est transférée aux atomes et molécules atmosphériques, les excitant. Cet état excité est instable et pour retrouver leur état fondamental, les atomes et molécules libèrent l'énergie excédentaire sous forme de lumière. C'est ce processus que l'on nomme fluorescence. La couleur de l'aurore dépend du type d'atomes ou de molécules heurtées et de l'altitude de la collision. L'oxygène atomique, par exemple, émet une lumière verte, la couleur la plus courante des aurores, à des altitudes d'environ 100 à 300 km. À des altitudes plus élevées, l'oxygène peut également produire une lumière rouge, souvent observée en haut des arcs auroraux. L'azote moléculaire, quant à lui, est responsable des teintes bleues ou violettes, généralement visibles à des altitudes plus basses. La combinaison de ces différentes émissions crée la palette de couleurs spectaculaires que l'on observe. L'intensité et la forme des aurores sont directement liées à l'activité solaire. Une forte éruption solaire ou une éjection de masse coronale peut entraîner une aurore particulièrement brillante et étendue, visible sur de plus grandes latitudes. La Terre subit des cycles d'activité solaire d'environ 11 ans, ce qui signifie que certaines années sont plus propices à l'observation d'aurores intenses. Outre leur beauté, les aurores boréales et australes fournissent aux scientifiques des informations précieuses sur l'interaction entre le Soleil et la Terre, un domaine d'étude appelé physique solaire terrestre ou héliophysique. L'étude des aurores permet de mieux comprendre la dynamique du vent solaire, la structure de la magnétosphère terrestre et les processus qui régissent les tempêtes géomagnétiques, lesquelles peuvent avoir un impact sur nos technologies comme les réseaux électriques, les satellites et les communications radio. La compréhension de ces phénomènes repose sur des décennies de recherche, impliquant des observations terrestres, des télescopes spatiaux dédiés à l'étude du Soleil et des missions de satellites qui mesurent directement les particules et les champs magnétiques dans l'espace. Des modèles numériques sophistiqués sont également utilisés pour simuler ces interactions complexes, permettant de prédire l'apparition et l'intensité des aurores. En somme, derrière la splendeur visuelle des aurores boréales se cache une symphonie de forces physiques et de particules subatomiques orchestrées par le Soleil et interprétées par l'atmosphère et le champ magnétique de notre planète. C'est une manifestation tangible de la connexion fondamentale entre notre étoile et la vie sur Terre. Depuis l'aube des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, cherchant à comprendre les phénomènes inexpliqués. Parmi eux, les aurores boréales se sont imposées comme l'un des spectacles les plus grandioses et les plus mystérieux. Leurs danses lumineuses, leurs voiles colorés flottant dans la nuit polare, ont profondément marqué l'imaginaire collectif, donnant naissance à une multitude de mythes, de légendes et de croyances à travers les cultures et les époques. Dans les régions arctiques, où les aurores sont les plus fréquentes et les plus intenses, leur signification était souvent spirituelle, voire surnaturelle. Pour les Inuits, par exemple, les aurores étaient considérées comme les esprits des morts jouant au football avec une tête de morse. Ce jeu céleste, visible depuis la Terre, était un moyen pour les ancêtres de communiquer avec les vivants, de leur rappeler leur présence et de veiller sur eux.
D'autres tribus inuites voyaient dans ces lumières des flambeaux portés par les esprits des défunts pour éclairer leur chemin vers l'au-delà, ou encore des manifestations de la joie des dieux. La vivacité des couleurs et l'intensité des mouvements étaient parfois interprétées comme des indicateurs de l'humeur des esprits ou de l'importance des messages qu'ils tentaient de transmettre. Les Samis, peuple autochtone de Laponie, associaient également les aurores à des esprits. Ils les nommaient Govosahas, ce qui se traduit par « lumière qui siffle ». Ce nom n'était pas fortuit. Ils croyaient en effet que les aurores produisaient des sons, des sifflements ou des craquements, audibles par les humains. Ces sons étaient considérés comme des avertissements ou des présages. Il était déconseillé de siffler ou de chanter en présence des aurores, de peur d'attirer leur attention et de provoquer leur colère, ce qui pouvait se traduire par un enlèvement ou un emprisonnement. Les Samis croyaient que les aurores étaient les âmes de ceux qui avaient péri de manière violente ou tragique, et qu'elles revenaient pour danser dans le ciel. Dans la mythologie nordique, les aurores étaient souvent associées aux Valkyries, les vierges guerrières qui chevauchaient à travers le ciel, guidant les âmes des héros morts au combat vers le Valhalla. Le scintillement des aurores était interprété comme l'éclat de leurs armures et de leurs boucliers. D'autres légendes scandinaves reliaient les aurores au pont Bifrost, le pont arc-en-ciel qui reliait Midgard, le monde des hommes, à Asgard, le royaume des dieux. Le pont, traversé par les dieux, était réputé scintillant de toutes les couleurs, et les aurores étaient perçues comme une manifestation de cette voie céleste. Plus au sud, en Écosse, les aurores étaient connues sous le nom de danse joyeuse des hommes de sang, ou Merry Dancers. Cette appellation, bien que poétique, suggérait parfois une connotation plus sombre. Elles étaient parfois associées aux fantômes des guerriers tombés au combat, ou à des présages de batailles à venir. Dans la culture celtique, le voile lumineux des aurores pouvait être perçu comme un passage vers l'autre monde, un lieu de rencontre entre le visible et l'invisible. Les légendes des tribus algonquines d'Amérique du Nord attribuaient aux aurores le pouvoir de guérir et de purifier. Elles étaient vues comme la danse du grand esprit Nanabojo ou Manabush, créateur du monde, qui allumait des grands feux dans le nord pour rappeler aux siens sa présence et sa bienveillance. Ces lumières étaient interprétées comme des signaux, des invitations à la contemplation et à la connexion avec le sacré. Pour d'autres tribus, elles étaient le reflet des feux allumés par les chamans pour leurs rituels, projetés dans le ciel. Il est fascinant de constater la diversité des interprétations, mais aussi les points communs entre ces mythes. L'idée d'esprit, d'âme, de Dieu ou d'être surnaturel interagissant avec le monde des vivants à travers les aurores est récurrente. Elles étaient souvent perçues comme des messagers, des présages, des guides ou des protecteurs. Leur nature éphémère et imprévisible ajoutait à leur mystère, renforçant la conviction que ces lumières étaient l'œuvre de forces supérieures. Avec l'avènement de la science, les explications mythologiques ont progressivement cédé la place à des théories scientifiques. Au début du XXe siècle, des scientifiques comme Christian Birkeland ont commencé à démystifier le phénomène, en proposant que les aurores étaient le résultat de l'interaction entre les particules chargées émises par le Soleil et le champ magnétique terrestre. Cette compréhension scientifique, si elle a éclairé le comment, n'a pas entièrement effacé l'empreinte culturelle et symbolique des aurores. Aujourd'hui, même si nous connaissons le mécanisme physique des aurores boréales, leur beauté et leur majesté continuent d'inspirer un sentiment d'émerveillement et de respect. Elles demeurent un pont entre la science et le mythe, entre le rationnel et l'imaginaire. Leurs apparitions rappellent la grandeur de la nature et l'ingéniosité de l'esprit humain à donner un sens au monde qui l'entoure, qu'il s'agisse de divinités célestes ou de collisions de particules cosmiques. Les mythes et légendes, loin d'être de simples fables, sont le témoignage d'une quête millénaire de compréhension et de connexion avec l'univers. Ils enrichissent notre perception des aurores, leur conférant une dimension culturelle et historique qui transcende la seule explication scientifique. La danse des aurores dans le ciel nocturne continue de murmurer des histoires anciennes, rappelant que la science, tout en expliquant les phénomènes, ne diminue en rien leur poésie et leur capacité à émouvoir l'âme humaine. L'observation des aurores boréales nécessite une conjonction de facteurs géographiques et météorologiques spécifiques. La ceinture aurorale, située entre 60 et 75 degrés de latitude nord, constitue la zone la plus propice. Des destinations comme le nord de la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska sont des lieux privilégiés pour cette quête céleste.
Le choix de la période de l'année est également crucial. La saison optimale s'étend de septembre à mars, lorsque les nuits sont les plus longues et les plus sombres. L'absence de pollution lumineuse est primordiale. S'éloigner des villes est une nécessité absolue. Les ciels clairs, sans nuages, sont indispensables pour une visibilité maximale. Les prévisions météorologiques et l'indice KP, qui mesure l'activité géomagnétique, sont des outils précieux pour anticiper les apparitions. La patience est une vertu essentielle. Les aurores sont imprévisibles et peuvent apparaître à tout moment de la nuit. S'habiller chaudement est impératif, car les températures dans ces régions peuvent être extrêmement basses. L'utilisation d'un trépied pour la photographie est fortement recommandée afin d'obtenir des clichés nets et stables. Un appareil photo avec une bonne sensibilité ISO et la possibilité de contrôler manuellement l'ouverture et le temps d'exposition sont des atouts. Des objectifs grand angle permettent de capturer l'immensité du phénomène. Il est également judicieux d'emporter des batteries supplémentaires, le froid ayant tendance à réduire leur autonomie. Certaines applications mobiles fournissent des alertes et des prévisions en temps réel, facilitant ainsi la planification. L'expérience d'une aurore boréale est souvent décrite comme transcendantale, une danse lumineuse dans le ciel nocturne qui grave un souvenir indélébile. C'est une interaction directe avec la majesté des forces invisibles de notre planète et de l'espace. Les aurores boréales, spectacles célestes emblématiques des hautes latitudes, résultent d'une interaction complexe entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Les particules chargées émanant du Soleil, principalement des électrons et des protons, voyagent à des vitesses considérables. Lorsqu'elles atteignent le voisinage de la Terre, elles sont déviées par le champ magnétique terrestre, un bouclier invisible mais puissant. Cependant, certaines de ces particules parviennent à pénétrer dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, notamment au pôle magnétique où le champ est moins dense. À leur entrée dans l'atmosphère, ces particules solaires entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz présents, principalement l'oxygène et l'azote. Ces collisions excitent les atomes, les faisant passer à un niveau d'énergie supérieur. Lorsque ces atomes excités retournent à leur état fondamental, ils émettent de l'énergie sous forme de lumière. La couleur de cette lumière dépend de l'atome ou de la molécule impliquée et de l'altitude à laquelle la collision se produit. Par exemple, l'oxygène atomique, très abondant en altitude, émet généralement une lumière verte et, moins fréquemment, une lumière rouge. Le vert est typiquement observé entre 100 et 250 km d'altitude. Le rouge, plus rare, apparaît à des altitudes plus élevées, au-delà de 250 km. L'azote, quant à lui, peut produire des teintes bleues ou violettes, souvent visibles à des altitudes inférieures. La combinaison de ces différentes émissions lumineuses crée la palette de couleurs variées que l'on observe dans les aurores boréales. L'intensité et la forme des aurores boréales sont influencées par l'activité solaire. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, des phénomènes violents à la surface du Soleil, peuvent libérer des quantités massives de particules chargées. Lorsque ces éjections sont dirigées vers la Terre, elles peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques, intensifiant considérablement les aurores boréales et les rendant visibles sur des zones géographiques plus vastes. L'indice KP, une mesure de l'activité géomagnétique, est souvent utilisé pour prédire la probabilité et l'intensité des aurores. Un KP élevé indique une forte activité géomagnétique et des aurores potentiellement spectaculaires. La morphologie des aurores est également diverse. Elles peuvent apparaître sous forme d'arcs stables, de bandes lumineuses, de draperies mouvantes, de rayons ou de couronnes. Ces formes dynamiques sont le résultat des mouvements complexes des particules chargées dans le champ magnétique terrestre. Les arcs et les bandes sont souvent les premières manifestations d'une aurore, évoluant ensuite vers des formes plus complexes et plus actives au fur et à mesure que l'activité géomagnétique s'intensifie. Les draperies, avec leurs plis et leurs replis, suggèrent le mouvement des lignes de champ magnétique. Les rayons, qui s'étirent verticalement, sont causés par des faisceaux de particules plus concentrés. Enfin, les couronnes ou coronas aurorales apparaissent lorsque l'observateur se trouve directement sous l'aurore, donnant l'impression que les rayons convergent vers un point central. L'observation des aurores boréales est intrinsèquement liée aux conditions météorologiques. Un ciel dégagé est une condition sine qua non. La présence de nuages, même minces, peut masquer ou atténuer la visibilité du phénomène. De plus, la pollution lumineuse des villes peut réduire la clarté et l'intensité perçue des aurores, rendant les sites éloignés des centres urbains plus propices à l'observation. La phase de la Lune influence également la qualité de l'observation. Une nouvelle lune ou un croissant de lune offre un ciel plus sombre, augmentant le contraste et la visibilité des aurores. Sur le plan scientifique, l'étude des aurores boréales fournit des informations précieuses sur l'interaction entre le Soleil et la Terre, un domaine connu sous le nom de météorologie spatiale.
Les instruments satellitaires et les observatoires au sol surveillent en permanence le vent solaire et la magnétosphère, permettant aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes à l'origine de ce phénomène lumineux. Les données collectées contribuent à l'amélioration des modèles prévisionnels, essentiels pour protéger les infrastructures technologiques vulnérables aux tempêtes géomagnétiques, telles que les réseaux électriques, les satellites et les systèmes de communication. Au-delà de leur aspect scientifique, les aurores boréales ont une profonde signification culturelle et spirituelle pour de nombreuses populations autochtones des régions arctiques. Elles sont souvent associées à des mythes, des légendes et des croyances ancestrales, témoignant de l'impact visuel et émotionnel de ce phénomène sur l'imaginaire humain. Pour les Samis, par exemple, les aurores étaient les esprits des morts dansant dans le ciel. Pour les Inuits, elles pouvaient être les esprits des animaux chassés. Ces récits soulignent l'intégration des aurores dans le tissu des sociétés et des cultures du Grand Nord, allant bien au-delà de leur simple manifestation physique. L'accès aux zones d'observation des aurores boréales nécessite souvent une planification minutieuse. Les destinations populaires incluent la Laponie, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska. Ces régions se situent dans la zone aurorale, une bande géographique qui encercle les pôles magnétiques et où les aurores sont le plus fréquemment observées. La période hivernale, avec ses longues nuits sombres, est la saison privilégiée pour l'observation, généralement de septembre à avril. Les températures peuvent être extrêmes, imposant des équipements vestimentaires adaptés pour assurer le confort et la sécurité des observateurs. La photographie des aurores boréales requiert également une certaine expertise technique. Un appareil photo avec des capacités de faible luminosité, un objectif grand angle rapide, un trépied stable et une télécommande sont des outils essentiels. Les réglages typiques incluent une ouverture large, une sensibilité ISO élevée et des temps d'exposition longs, souvent de 5 à 30 secondes, pour capturer la lumière diffuse et les mouvements du phénomène. La maîtrise de ces techniques permet d'immortaliser la beauté éphémère de ces lumières célestes, créant des images qui transcendent la simple documentation visuelle. La vision des aurores boréales demeure une expérience subjective et personnelle. Certains y perçoivent une danse cosmique, d'autres un portail vers l'inexploré. Quelle que soit l'interprétation individuelle, leur apparition dans le ciel nocturne évoque un sentiment d'émerveillement et de grandeur, rappelant la puissance des forces naturelles qui sculptent notre planète et son environnement spatial. C'est un spectacle qui, par sa magnificence, transcende les cadres de la science et de la culture, invitant à une contemplation profonde de l'univers. Les aurores boréales, également connues sous le nom de lumière du Nord, constituent un phénomène céleste d'une beauté époustouflante et d'une complexité scientifique fascinante. Ces vals lumineux, oscillant dans le ciel nocturne des régions polaires, sont le résultat d'une interaction entre les particules chargées du vent solaire et l'atmosphère terrestre. Ce processus débute avec le Soleil, source constante d'un flux de plasma, principalement des électrons et des protons propulsés dans l'espace interplanétaire. Ce vent solaire voyage à des vitesses considérables, atteignant parfois plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Lorsqu'il rencontre le champ magnétique terrestre, ce dernier agit comme un bouclier, déviant la plupart de ces particules. Cependant, une portion infime de ces particules énergétiques parvient à pénétrer le champ magnétique au niveau des pôles magnétiques de la Terre. C'est à ces latitudes élevées que les lignes de champ magnétique se courbent et convergent, permettant aux particules chargées d'entrer plus facilement dans l'atmosphère terrestre. Une fois dans la haute atmosphère, à des altitudes généralement comprises entre 80 et 600 km, ces électrons et protons du vent solaire entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz présents, principalement l'azote et l'oxygène. Ces collisions transfèrent de l'énergie aux atomes et molécules atmosphériques, les excitant et les portant à un niveau d'énergie plus élevé. Cet état d'excitation est instable et pour retrouver leur état fondamental, les atomes et molécules libèrent l'énergie excédentaire sous forme de photons, c'est-à-dire de lumière. C'est cette émission de photons qui est perçue comme les aurores boréales. La couleur des aurores dépend du type de gaz atmosphérique excité et de l'altitude à laquelle les collisions se produisent. L'oxygène, par exemple, émet généralement une lumière verte, la couleur la plus courante et la plus brillante observée dans les aurores, lorsqu'il est excité à des altitudes d'environ 100 à 200 km. À des altitudes plus élevées, l'oxygène peut également émettre une lumière rouge, souvent plus rare et plus diffuse, particulièrement visible lors d'événements auroraux intenses. L'azote, quant à lui, est responsable des teintes bleues et violettes. Ces couleurs sont souvent observées aux altitudes inférieures où la concentration d'azote est plus élevée. L'intensité et la forme des aurores boréales varient considérablement. Elles peuvent apparaître sous forme de rideaux, de draperies, d'arcs, de rayons ou de couronnes, se mouvant et dansant dans le ciel nocturne. Ces variations sont dues aux fluctuations du vent solaire et à la manière dont les particules interagissent avec le champ magnétique terrestre et les différentes couches de l'atmosphère.
Une activité solaire accrue, comme les éjections de masse coronale, peut entraîner des aurores plus intenses et plus étendues, parfois visibles à des latitudes plus basses que d'habitude. Les aurores boréales ne sont pas uniques à la Terre. Des phénomènes similaires, appelés aurores polaires, ont été observés sur d'autres planètes du système solaire dotées d'un champ magnétique et d'une atmosphère, comme Jupiter et Saturne, grâce aux télescopes spatiaux et aux sondes. Ces observations extraterrestres confirment les principes physiques fondamentaux qui régissent la formation des aurores. L'étude des aurores boréales n'est pas seulement motivée par leur beauté esthétique. Elles fournissent également des informations cruciales sur l'interaction entre le Soleil et la Terre, un domaine de recherche appelé météorologie spatiale. Comprendre ces phénomènes aide les scientifiques à prédire les tempêtes solaires et leurs effets potentiels sur les systèmes technologiques terrestres, tels que les réseaux électriques, les satellites de communication et les GPS, qui peuvent être perturbés par l'augmentation de l'activité géomagnétique. Pour observer les aurores boréales, il est nécessaire de se trouver dans les régions polaires, généralement entre 60 et 75 degrés de latitude nord, bien que cela peut varier. Des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska sont des destinations privilégiées. Les conditions idéales incluent un ciel clair et sombre, loin de toute pollution lumineuse et une activité aurorale suffisamment forte. La période propice s'étend généralement de septembre à mars, lorsque les nuits sont longues et sombres. Les légendes et les mythes associés aux aurores boréales sont nombreux et témoignent de leur impact profond sur les cultures humaines au fil des siècles. Des peuples autochtones du Nord considéraient ces lumières comme des esprits des ancêtres, des ponts vers l'au-delà ou des manifestations de Dieu. Ces récits illustrent la fascination et l'émerveillement que ce spectacle céleste a toujours suscité bien avant que la science ne puisse en expliquer les mécanismes. Les aurores boréales, spectacles célestes de lumière chatoyante, sont une manifestation visible de l'interaction complexe entre notre étoile, le Soleil, et le champ magnétique terrestre. Ce phénomène, baptisé aurore boréale dans l'hémisphère nord et aurore australe dans l'hémisphère sud, est le résultat d'un processus physique fascinant impliquant des particules chargées. Au cœur de ce mécanisme se trouve le vent solaire, un flux continu de plasma émis par le Soleil. Ce plasma est composé principalement d'électrons et de protons qui, après avoir été libérés de la couronne solaire à des températures extrêmement élevées, voyagent à des vitesses impressionnantes, atteignant parfois plusieurs centaines de kilomètres par seconde à travers l'espace interplanétaire. L'origine de ce vent solaire est à rechercher dans les processus dynamiques de la couronne solaire, où l'énergie est injectée dans le plasma, lui permettant d'échapper à la gravité solaire. Lorsque ce vent solaire rencontre la Terre, il est d'abord intercepté par le champ magnétique terrestre. Ce champ, généré par le mouvement du fer liquide dans le noyau externe de notre planète, agit comme un bouclier protecteur, déviant la majeure partie de ces particules chargées. Sans ce bouclier, le vent solaire éroderait progressivement notre atmosphère, rendant la vie telle que nous la connaissons impossible. Cependant, certaines de ces particules parviennent qu'à pénétrer la magnétosphère terrestre, en particulier au niveau des pôles magnétiques, où les lignes de champ magnétique plongent vers la surface de la Terre. Ces particules chargées, principalement des électrons, sont alors accélérées le long de ces lignes de champ magnétique, gagnant en énergie cinétique. En pénétrant l'atmosphère terrestre, ces électrons énergétiques entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz qui composent l'air. Les principaux constituants de l'atmosphère, à des altitudes où les aurores se produisent, généralement entre 80 et 300 km, sont l'oxygène et l'azote. Lors de ces collisions, les électrons transfèrent une partie de leur énergie aux atomes et molécules, les excitant. Un atome ou une molécule excitée signifie que ces électrons internes ont été déplacés vers des niveaux d'énergie supérieurs. Cet état est instable. Pour revenir à leur état d'énergie fondamentale, ces atomes et molécules doivent libérer l'énergie excédentaire. Ils le font en émettant des photons, des particules de lumière. La couleur de la lumière émise dépend de l'espèce atomique ou moléculaire excitée et de l'énergie des électrons incidents. Par exemple, les atomes d'oxygène, lorsqu'ils sont excités à des altitudes plus élevées, environ 200 à 300 km, émettent généralement une lumière rouge. À des altitudes plus basses, environ 100 à 150 km, l'oxygène produit une lumière verte, la couleur la plus courante et souvent la plus brillante des aurores. L'azote, quant à lui, contribue aux teintes bleues et violettes. La combinaison de ces différentes émissions crée la palette de couleurs observée lors d'une aurore. L'intensité et la forme des aurores sont directement liées à l'activité solaire. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, CME, peuvent propulser des quantités massives de plasma solaire vers la Terre, augmentant la densité et l'énergie des particules du vent solaire.
Ces événements, particulièrement puissants, peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques, entraînant des aurores plus intenses, plus étendues et visibles à des latitudes plus basses que d'habitude. Le cycle solaire, une période d'environ 11 ans au cours de laquelle l'activité solaire varie, influence également la fréquence et l'intensité des aurores. Les périodes de maximum solaire sont généralement associées à une plus grande probabilité d'observer des aurores spectaculaires. La morphologie des aurores est extrêmement variée. Elles peuvent apparaître sous forme d'arcs stables, de draperies mouvantes, de rideaux ondulants, de rayons individuels ou de taches diffuses. Ces formes sont le reflet des complexes interactions entre les particules chargées et les structures du champ magnétique terrestre, ainsi que des turbulences au sein de la magnétosphère. La danse des aurores, leur mouvement et leur évolution constante sont le résultat de ces dynamiques en temps réel. Au-delà de leur beauté esthétique, les aurores boréales et australes ont une importance scientifique considérable. Elles fournissent des informations précieuses sur les processus physiques qui régissent l'interaction entre le Soleil et la Terre, la dynamique de la magnétosphère et la composition et le comportement de l'atmosphère terrestre supérieure. Les missions spatiales dédiées à l'étude du vent solaire, du champ magnétique terrestre et des phénomènes auroraux ont considérablement amélioré notre compréhension de ces mécanismes. Historiquement, les aurores ont inspiré de nombreuses légendes et mythes dans diverses cultures à travers le monde. Pour les peuples nordiques, elles étaient parfois perçues comme le pont Bifrost vers Asgard ou les armures des Valkyries. Les Inuits voyaient en elles les esprits des ancêtres jouant au ballon. Ces interprétations culturelles soulignent l'impact profond de ce phénomène naturel sur l'imagination humaine. Aujourd'hui, l'observation des aurores est devenue une attraction touristique majeure dans les régions polaires, comme la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska. La recherche de ciels sombres, loin de la pollution lumineuse, est essentielle pour maximiser les chances d'assister à ce spectacle. La photographie d'aurore requiert également une certaine expertise, compte tenu de leur luminosité variable et de leur mouvement. En somme, les aurores boréales et australes sont bien plus qu'une simple lumière dans le ciel nocturne. Elles sont le témoignage d'une connexion énergétique profonde et continue entre le Soleil et la Terre, une manifestation visible des lois fondamentales de la physique à l'échelle cosmique et une source inépuisable d'émerveillement et de curiosité scientifique. Leur étude continue de nous révéler les subtilités de notre environnement spatial et de notre place dans l'univers. Les aurores boréales, ce spectacle céleste qui captive l'humanité depuis des millénaires, ne sont pas de simples traînées de lumière dans le ciel nocturne. Elles sont le fruit d'une danse complexe entre notre étoile, le Soleil, et le champ magnétique terrestre. Au cœur de ce phénomène se trouve le vent solaire, un flux constant de particules chargées, principalement des électrons et des protons, émis par la couronne solaire à des vitesses vertigineuses, souvent de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Ces particules proviennent de l'activité du Soleil, notamment des éruptions solaires et des éjections de masse coronale, des événements qui projettent des quantités colossales de plasma dans l'espace. Lorsque ce vent solaire rencontre la Terre, il est dévié par notre magnétosphère, une bulle protectrice générée par le champ magnétique terrestre. Cependant, certaines de ces particules parviennent à s'infiltrer le long des lignes de champ magnétique, notamment au pôle magnétique de la Terre. Ces lignes de champ agissent comme des autoroutes, guidant les particules vers les couches supérieures de notre atmosphère. À des altitudes comprises généralement entre 80 et 600 km, ces particules solaires entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz présents dans l'atmosphère terrestre, principalement l'azote et l'oxygène. C'est lors de ces collisions que la magie opère. L'énergie des particules solaires est transférée aux atomes et molécules atmosphériques, les excitant. Cet état excité est instable et pour retrouver leur état fondamental, les atomes et molécules libèrent l'énergie excédentaire sous forme de lumière. C'est ce processus que l'on nomme fluorescence. La couleur de l'aurore dépend du type d'atome ou de molécules heurtées et de l'altitude de la collision. L'oxygène atomique, par exemple, émet une lumière verte, la couleur la plus courante des aurores, à des altitudes d'environ 100 à 300 km. À des altitudes plus élevées, l'oxygène peut également produire une lumière rouge, souvent observée en haut des arcs auroraux. L'azote moléculaire, quant à lui, est responsable des teintes bleues ou violettes, généralement visibles à des altitudes plus basses. La combinaison de ces différentes émissions crée la palette de couleurs spectaculaires que l'on observe. L'intensité et la forme des aurores sont directement liées à l'activité solaire. Une forte éruption solaire ou une éjection de masse coronale peut entraîner une aurore particulièrement brillante et étendue, visible sur de plus grandes latitudes.
La Terre subit des cycles d'activité solaire d'environ 11 ans, ce qui signifie que certaines années sont plus propices à l'observation d'aurores intenses. Outre leur beauté, les aurores boréales et australes fournissent aux scientifiques des informations précieuses sur l'interaction entre le Soleil et la Terre, un domaine d'étude appelé physique solaire terrestre ou héliophysique. L'étude des aurores permet de mieux comprendre la dynamique du vent solaire, la structure de la magnétosphère terrestre et les processus qui régissent les tempêtes géomagnétiques, lesquelles peuvent avoir un impact sur nos technologies comme les réseaux électriques, les satellites et les communications radio. La compréhension de ces phénomènes repose sur des décennies de recherche, impliquant des observations terrestres, des télescopes spatiaux dédiés à l'étude du Soleil et des missions de satellites qui mesurent directement les particules et les champs magnétiques dans l'espace. Des modèles numériques sophistiqués sont également utilisés pour simuler ces interactions complexes, permettant de prédire l'apparition et l'intensité des aurores. En somme, derrière la splendeur visuelle des aurores boréales se cache une symphonie de forces physiques et de particules subatomiques orchestrées par le Soleil et interprétées par l'atmosphère et le champ magnétique de notre planète. C'est une manifestation tangible de la connexion fondamentale entre notre étoile et la vie sur Terre. Depuis l'aube des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, cherchant à comprendre les phénomènes inexpliqués. Parmi eux, les aurores boréales se sont imposées comme l'un des spectacles les plus grandioses et les plus mystérieux. Leurs danses lumineuses, leurs voiles colorés flottant dans la nuit polaire, ont profondément marqué l'imaginaire collectif, donnant naissance à une multitude de mythes, de légendes et de croyances à travers les cultures et les époques. Dans les régions arctiques, où les aurores sont les plus fréquentes et les plus intenses, leur signification était souvent spirituelle, voire surnaturelle. Pour les Inuits, par exemple, les aurores étaient considérées comme les esprits des morts jouant au football avec une tête de morse. Ce jeu céleste, visible depuis la Terre, était un moyen pour les ancêtres de communiquer avec les vivants, de leur rappeler leur présence et de veiller sur eux. D'autres tribus inuites voyaient dans ces lumières des flambeaux portés par les esprits des défunts pour éclairer leur chemin vers l'au-delà, ou encore des manifestations de la joie des dieux. La vivacité des couleurs et l'intensité des mouvements étaient parfois interprétées comme des indicateurs de l'humeur des esprits ou de l'importance des messages qu'ils tentaient de transmettre. Les Samis, peuple autochtone de Laponie, associaient également les aurores à des esprits. Ils les nommaient Govosahas, ce qui se traduit par « lumière qui siffle ». Ce nom n'était pas fortuit. Ils croyaient en effet que les aurores produisaient des sons, des sifflements ou des craquements, audibles par les humains. Ces sons étaient considérés comme des avertissements ou des présages. Il était déconseillé de siffler ou de chanter en présence des aurores, de peur d'attirer leur attention et de provoquer leur colère, ce qui pouvait se traduire par un enlèvement ou un emprisonnement. Les Samis croyaient que les aurores étaient les âmes de ceux qui avaient péri de manière violente ou tragique, et qu'elles revenaient pour danser dans le ciel. Dans la mythologie nordique, les aurores étaient souvent associées aux Valkyries, les vierges guerrières qui chevauchaient à travers le ciel, guidant les âmes des héros morts au combat vers le Valhalla. Le scintillement des aurores était interprété comme l'éclat de leurs armures et de leurs boucliers. D'autres légendes scandinaves reliaient les aurores au pont Bifrost, le pont arc-en-ciel qui reliait Midgard, le monde des hommes, à Asgard, le royaume des dieux. Le pont, traversé par les dieux, était réputé scintillant de toutes les couleurs, et les aurores étaient perçues comme une manifestation de cette voie céleste. Plus au sud, en Écosse, les aurores étaient connues sous le nom de danse joyeuse des hommes de sang, ou Merry Dancers. Cette appellation, bien que poétique, suggérait parfois une connotation plus sombre. Elles étaient parfois associées aux fantômes des guerriers tombés au combat, ou à des présages de batailles à venir. Dans la culture celtique, le voile lumineux des aurores pouvait être perçu comme un passage vers l'autre monde, un lieu de rencontre entre le visible et l'invisible. Les légendes des tribus algonquines d'Amérique du Nord attribuaient aux aurores le pouvoir de guérir et de purifier. Elles étaient vues comme la danse du grand esprit Nanabojo ou Manabush, créateur du monde, qui allumait des grands feux dans le nord pour rappeler aux siens sa présence et sa bienveillance. Ces lumières étaient interprétées comme des signaux, des invitations à la contemplation et à la connexion avec le sacré. Pour d'autres tribus, elles étaient le reflet des feux allumés par les chamans pour leurs rituels, projetés dans le ciel.
Il est fascinant de constater la diversité des interprétations, mais aussi les points communs entre ces mythes. L'idée d'esprit, d'âme, de Dieu ou d'être surnaturel interagissant avec le monde des vivants à travers les aurores est récurrente. Elles étaient souvent perçues comme des messagers, des présages, des guides ou des protecteurs. Leur nature éphémère et imprévisible ajoutait à leur mystère, renforçant la conviction que ces lumières étaient l'œuvre de forces supérieures. Avec l'avènement de la science, les explications mythologiques ont progressivement cédé la place à des théories scientifiques. Au début du XXe siècle, des scientifiques comme Christian Birkeland ont commencé à démystifier le phénomène, en proposant que les aurores étaient le résultat de l'interaction entre les particules chargées émises par le Soleil et le champ magnétique terrestre. Cette compréhension scientifique, si elle a éclairé le comment, n'a pas entièrement effacé l'empreinte culturelle et symbolique des aurores. Aujourd'hui, même si nous connaissons le mécanisme physique des aurores boréales, leur beauté et leur majesté continuent d'inspirer un sentiment d'émerveillement et de respect. Elles demeurent un pont entre la science et le mythe, entre le rationnel et l'imaginaire. Leurs apparitions rappellent la grandeur de la nature et l'ingéniosité de l'esprit humain à donner un sens au monde qui l'entoure, qu'il s'agisse de divinités célestes ou de collisions de particules cosmiques. Les mythes et légendes, loin d'être de simples fables, sont le témoignage d'une quête millénaire de compréhension et de connexion avec l'univers. Ils enrichissent notre perception des aurores, leur conférant une dimension culturelle et historique qui transcende la seule explication scientifique. La danse des aurores dans le ciel nocturne continue de murmurer des histoires anciennes, rappelant que la science, tout en expliquant les phénomènes, ne diminue en rien leur poésie et leur capacité à émouvoir l'âme humaine. L'observation des aurores boréales nécessite une conjonction de facteurs géographiques et météorologiques spécifiques. La ceinture aurorale, située entre 60 et 75 degrés de latitude nord, constitue la zone la plus propice. Des destinations comme le nord de la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska sont des lieux privilégiés pour cette quête céleste. Le choix de la période de l'année est également crucial. La saison optimale s'étend de septembre à mars, lorsque les nuits sont les plus longues et les plus sombres. L'absence de pollution lumineuse est primordiale. S'éloigner des villes est une nécessité absolue. Les ciels clairs, sans nuages, sont indispensables pour une visibilité maximale. Les prévisions météorologiques et l'indice KP, qui mesure l'activité géomagnétique, sont des outils précieux pour anticiper les apparitions. La patience est une vertu essentielle. Les aurores sont imprévisibles et peuvent apparaître à tout moment de la nuit. S'habiller chaudement est impératif, car les températures dans ces régions peuvent être extrêmement basses. L'utilisation d'un trépied pour la photographie est fortement recommandée afin d'obtenir des clichés nets et stables. Un appareil photo avec une bonne sensibilité ISO et la possibilité de contrôler manuellement l'ouverture et le temps d'exposition sont des atouts. Des objectifs grand angle permettent de capturer l'immensité du phénomène. Il est également judicieux d'emporter des batteries supplémentaires, le froid ayant tendance à réduire leur autonomie. Certaines applications mobiles fournissent des alertes et des prévisions en temps réel, facilitant ainsi la planification. L'expérience d'une aurore boréale est souvent décrite comme transcendantale, une danse lumineuse dans le ciel nocturne qui grave un souvenir indélébile. C'est une interaction directe avec la majesté des forces invisibles de notre planète et de l'espace. Les aurores boréales, spectacle céleste emblématique des hautes latitudes, résultent d'une interaction complexe entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Les particules chargées émanant du Soleil, principalement des électrons et des protons, voyagent à des vitesses considérables. Lorsqu'elles atteignent le voisinage de la Terre, elles sont déviées par le champ magnétique terrestre, un bouclier invisible mais puissant. Cependant, certaines de ces particules parviennent à pénétrer dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, notamment au pôle magnétique où le champ est moins dense. À leur entrée dans l'atmosphère, ces particules solaires entrent en collision avec les atomes et les molécules de gaz présents, principalement l'oxygène et l'azote. Ces collisions excitent les atomes, les faisant passer à un niveau d'énergie supérieur. Lorsque ces atomes excités retournent à leur état fondamental, ils émettent de l'énergie sous forme de lumière. La couleur de cette lumière dépend de l'atome ou de la molécule impliquée et de l'altitude à laquelle la collision se produit. Par exemple, l'oxygène atomique, très abondant en altitude, émet généralement une lumière verte et, moins fréquemment, une lumière rouge. Le vert est typiquement observé entre 100 et 250 km d'altitude.
Le rouge, plus rare, apparaît à des altitudes plus élevées, au-delà de 250 km. L'azote, quant à lui, peut produire des teintes bleues ou violettes, souvent visibles à des altitudes inférieures. La combinaison de ces différentes émissions lumineuses crée la palette de couleurs variées que l'on observe dans les aurores boréales. L'intensité et la forme des aurores boréales sont influencées par l'activité solaire. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, des phénomènes violents à la surface du Soleil, peuvent libérer des quantités massives de particules chargées. Lorsque ces éjections sont dirigées vers la Terre, elles peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques, intensifiant considérablement les aurores boréales et les rendant visibles sur des zones géographiques plus vastes. L'indice Kp, une mesure de l'activité géomagnétique, est souvent utilisé pour prédire la probabilité et l'intensité des aurores. Un Kp élevé indique une forte activité géomagnétique et des aurores potentiellement spectaculaires. La morphologie des aurores est également diverse. Elles peuvent apparaître sous forme d'arcs stables, de bandes lumineuses, de draperies mouvantes, de rayons ou de couronnes. Ces formes dynamiques sont le résultat des mouvements complexes des particules chargées dans le champ magnétique terrestre. Les arcs et les bandes sont souvent les premières manifestations d'une aurore, évoluant ensuite vers des formes plus complexes et plus actives au fur et à mesure que l'activité géomagnétique s'intensifie. Les draperies, avec leurs plis et leurs replis, suggèrent le mouvement des lignes de champ magnétique. Les rayons, qui s'étirent verticalement, sont causés par des faisceaux de particules plus concentrés. Enfin, les couronnes ou coronas aurorales apparaissent lorsque l'observateur se trouve directement sous l'aurore, donnant l'impression que les rayons convergent vers un point central. L'observation des aurores boréales est intrinsèquement liée aux conditions météorologiques. Un ciel dégagé est une condition sine qua non. La présence de nuages, même minces, peut masquer ou atténuer la visibilité du phénomène. De plus, la pollution lumineuse des villes peut réduire la clarté et l'intensité perçue des aurores, rendant les sites éloignés des centres urbains plus propices à l'observation. La phase de la Lune influence également la qualité de l'observation. Une nouvelle lune ou un croissant de lune offre un ciel plus sombre, augmentant le contraste et la visibilité des aurores. Sur le plan scientifique, l'étude des aurores boréales fournit des informations précieuses sur l'interaction entre le Soleil et la Terre, un domaine connu sous le nom de météorologie spatiale. Les instruments satellitaires et les observatoires au sol surveillent en permanence le vent solaire et la magnétosphère, permettant aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes à l'origine de ce phénomène lumineux. Les données collectées contribuent à l'amélioration des modèles prévisionnels, essentiels pour protéger les infrastructures technologiques vulnérables aux tempêtes géomagnétiques, telles que les réseaux électriques, les satellites et les systèmes de communication. Au-delà de leur aspect scientifique, les aurores boréales ont une profonde signification culturelle et spirituelle pour de nombreuses populations autochtones des régions arctiques. Elles sont souvent associées à des mythes, des légendes et des croyances ancestrales, témoignant de l'impact visuel et émotionnel de ce phénomène sur l'imaginaire humain. Pour les Samis, par exemple, les aurores étaient les esprits des morts dansant dans le ciel. Pour les Inuits, elles pouvaient être les esprits des animaux chassés. Ces récits soulignent l'intégration des aurores dans le tissu des sociétés et des cultures du Grand Nord, allant bien au-delà de leur simple manifestation physique. L'accès aux zones d'observation des aurores boréales nécessite souvent une planification minutieuse. Les destinations populaires incluent la Laponie, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le Canada et l'Alaska. Ces régions se situent dans la zone aurorale, une bande géographique qui encercle les pôles magnétiques et où les aurores sont le plus fréquemment observées. La période hivernale, avec ses longues nuits sombres, est la saison privilégiée pour l'observation, généralement de septembre à avril. Les températures peuvent être extrêmes, imposant des équipements vestimentaires adaptés pour assurer le confort et la sécurité des observateurs. La photographie des aurores boréales requiert également une certaine expertise technique. Un appareil photo avec des capacités de faible luminosité, un objectif grand angle rapide, un trépied stable et une télécommande sont des outils essentiels. Les réglages typiques incluent une ouverture large, une sensibilité ISO élevée et des temps d'exposition longs, souvent de 5 à 30 secondes, pour capturer la lumière diffuse et les mouvements du phénomène. La maîtrise de ces techniques permet d'immortaliser la beauté éphémère de ces lumières célestes, créant des images qui transcendent la simple documentation visuelle. La vision des aurores boréales demeure une expérience subjective et personnelle. Certains y perçoivent une danse cosmique, d'autres un portail vers l'inexploré. Quelle que soit l'interprétation individuelle, leur apparition dans le ciel nocturne évoque un sentiment d'émerveillement et de grandeur, rappelant la puissance des forces naturelles qui sculptent notre planète et son environnement spatial. C'est un spectacle qui, par sa magnificence, transcende les cadres de la science et de la culture, invitant à une contemplation profonde de l'univers.